France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, retour sur la crise des missiles de Cuba. En octobre 1962, alors que le monde vit avec la crainte permanente de l'embrasement du conflit latent entre les blocs occidentaux et soviétiques, les responsables américains découvrent avec stupeur que Moscou est en pleine construction d'une base de lancement de missiles nucléaires sur l'île de Cuba, à une centaine de kilomètres à peine des côtes de la Floride. Face à cette découverte tardive, le président John Kennedy et ses plus proches conseillers vont agir dans l'ombre durant près de 2 semaines pour tenter de faire disparaître cette menace qui pèse désormais sur le continent américain et sur le monde. Khrouchtchev, qui prenait Kennedy pour un blanc-bec, va découvrir un jeune président pugnace. Le numéro 1 soviétique va également y mettre du sien et tout rentrera dans l'ordre. En cette année 62, le monde a quand même frôlé l'apocalypse nucléaire et c'est aussi pour cela qu'il n'a pas connu. C'est ce qu'on appelle à l'époque la dissuasion nucléaire ou encore l'équilibre de la terreur. Notre invité aujourd'hui est Vincent Touze, docteur en sciences politiques et spécialiste des questions diplomatiques. Il est l'auteur d'une thèse ainsi que d'un livre consacré à la crise des missiles de Cuba intitulé « Comment Kennedy évita la Troisième Guerre mondiale ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Vallu, coordination Franck Cognard, attaché de production et chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 19 octobre 1962, Washington. Assis dans l'un des fauteuils en cuir du bureau ovale, le président américain John Kennedy est entouré de ses plus proches conseillers. Ensemble, ils tentent de gérer, dans le plus grand secret, l'une des crises les plus importantes que traverse le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 5 jours plus tôt, en effet, les renseignements américains découvraient que l'Union soviétique était sur le point d'installer une base de lancement de missiles nucléaires sur l'île de Cuba, à 150 km seulement des côtes de la Floride. Pire encore, ils savent maintenant qu'une flotte d'une trentaine de navires soviétiques transportant hommes, armes et matériel nécessaires à l'achèvement de la base de lancement est en route vers l'île dirigée par Fidel Castro. Autrement dit, l'heure est grave. Le président, comme ses conseillers, fait face à un dilemme. Il n'a aucune intention de laisser les soviétiques pointer des missiles nucléaires directement sur Washington, c'est clair. Mais comment agir ? Grâce à des micros placés dans le bureau ovale par le président lui-même en vue de l'écriture de ses mémoires, on découvre le point de vue des différents conseillers. L'un d'eux, un important général de l'armée, propose une solution pour le moins radicale. Monsieur le Président, comme vous le savez, nous avons discuté du sujet depuis que nous avons découvert la présence de missiles à Cuba. Dès le départ, nous sommes tombés d'accord sur une nécessité militaire. Nous ne pouvons pas accepter que Cuba devienne une base de missiles. Nous devons soit éliminer, soit neutraliser les missiles déjà présents sur place et faire en sorte que ceux en cours d'acheminement n'arrivent pas. D'un point de vue militaire, cela signifie 3 choses. Premièrement, attaquer avec le bénéfice de l'effet de surprise les missiles ainsi que les autres armes offensives dont nous connaissons l'existence. Deuxièmement, continuer la surveillance. Et troisièmement, imposer un blocus pour prévenir l'arrivée de nouvelles armes. Je souhaite dire que d'un point de vue militaire, tout cela est clair. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Attaquer Cuba, rien que ça. On appelle ce genre de conseillers des faucons. Mais cette solution expose l'Amérique et le monde à un conflit nucléaire avec le grand rival de l'Est qui s'est engagé à défendre le régime castriste communiste. Lorsqu'il s'installe à la Maison-Blanche, le 20 janvier 1961, John Kennedy hérite d'un pays en proie au doute. Économiquement d'abord. Les États-Unis subissent de plein fouet la récession, et le taux de chômage est l'un des plus hauts de l'histoire. Sur la scène internationale également, la situation est difficile. Les GIs commencent à s'enliser dans une guerre au Vietnam qui se profile déjà comme un immense bourbier, et la rivalité avec l'Union soviétique est de plus en plus forte. Dans le domaine spatial, symbole important de la puissance technologique et des capacités balistiques des 2 grandes puissances, l'Amérique est distancée. Il y a aussi le tournant de la crise de Berlin et la construction du mur qui sépare les entités pro-soviétiques et pro-occidentales de la capitale allemande.
Au début de la décennie 60, oui, les États-Unis sont sur le déclin. Enfin, et pour ne rien arranger, à une centaine de kilomètres à peine au sud de leur côte, les responsables américains doivent maintenant composer avec un régime cubain sorti quelques années plus tôt de leur giron, après une révolution menée par Fidel Castro contre le régime de Batista. Allô, Pierre Clanès ? Oui. Vous avez des nouvelles à nous donner sur ce qui se passe à Cuba ce soir ? Eh bien, mon Dieu, les nouvelles sont abondantes et confuses. On attend l'arrivée à La Havane de Fidel Castro et de Manuel Urrutia, qui a été proclamé président provisoire de Cuba à 2h30 du matin par Fidel Castro. Et on pense qu'ils arriveront soit dans la journée d'aujourd'hui, soit dans la journée de demain. Vous savez qu'hier, il y a eu des manifestations assez graves. Aux éléments rebelles de Fidel Castro se sont mêlés des pilleurs professionnels. Il y a eu d'assez violentes bagarres. L'après-midi d'hier a été relativement calme, mais ce matin, il semble que les manifestations aient reprise, puisqu'on vient d'annoncer que l'immeuble du journal Havana Post, qui est édité en langue anglaise à Cuba, a été attaqué ce matin. On ne sait pas encore s'il y a des blessés, mais ce journal est installé dans un des immeubles les plus importants de La Havane. Actualité. À Cuba, les événements évoluent comme on pouvait le prévoir depuis hier en constatant le ton de plus en plus pessimiste des communiqués publiés par les exilés cubains. Ce matin, cette impression se confirme, Jean Rabault, et on peut dire, sans grand risque de se tromper, que Fidel Castro a gagné la partie. On peut dire sans risque de se tromper que les ennemis de Fidel Castro vont décidément perdus. Ce matin, les anticastristes de l'état-major de Miami avouaient de lourdes pertes. Pourtant, leurs partisans, au nombre de plusieurs milliers rassemblés dans un parc, se raccrochaient tout de même à un dernier espoir. Fidel Castro n'avait pas encore parlé. Oui, mais à 9h15 ce matin, Fidel Castro faisait diffuser, sous sa signature de commandant en chef des forces armées révolutionnaires cubaines, un communiqué. Un communiqué qui disait « La révolution est sortie victorieuse. En 72 heures, ses combattants ont détruit l'armée que le gouvernement impérialiste des États-Unis avait mis des mois à former. Une grande quantité d'armes de fabrication nord-américaine a été saisie, dont plusieurs chars Sherman. » La tentative ratée du débarquement de la baie des Cochons est un succès pour Castro, évidemment. Mais il sait que ce ne sera pas la dernière tentative américaine de le renverser. Et il ne se trompe pas. Quelques semaines plus tard, les responsables américains mettent en place l'opération Mangouste, un montage à plus de 50 millions de dollars par an pour financer la déstabilisation du régime. Propagande anticastriste, sabotage d'infrastructures, attaque contre l'économie locale. Washington fait feu de tout bois pour tenter d'installer un dirigeant, disons, plus conciliant à La Havane. Alors Fidel Castro se tourne vers Moscou. Jusque-là, le leader Maximo avait gardé ses distances avec le régime soviétique. Mais maintenant, il sait que Nikita Khrouchtchev est le seul à pouvoir sauver sa tête. Et c'est une aubaine pour l'URSS qui ne peut que se féliciter de voir une île si proche des États-Unis rejoindre son giron. L'Américain décide de relancer un programme d'espionnage aérien au-dessus de l'île au début du mois d'octobre. Un programme porté par des avions espions baptisés U-2 ou U-2 qui se font remarquer 2 ans plus tôt au-dessus du sol soviétique. Allô Moscou, vous m'entendez ? Une atmosphère de véritable suspense a régné aujourd'hui au Soviet suprême de l'URSS lorsque M. Khrouchtchev fait la révélation sur l'avion américain qui a violé l'espace aérien soviétique le 1er mai dernier. L'avion américain a été abattu au-dessus de la région de Sverdlovsk, dans l'Oural, à plus de 2000 km de la frontière méridionale de l'URSS. Les avions espions U-2 reçoivent l'ordre de mission le 9, mais en raison du mauvais temps, ils doivent attendre le 14 octobre avant de pouvoir décoller en direction de Cuba. Mardi 16 octobre 1962, John Kennedy est en famille lorsqu'il reçoit un coup de téléphone de son frère, Robert, son ministre de la Justice. Sans lui dire précisément de quoi il s'agit, il invite le président à rejoindre immédiatement la Maison-Blanche. L'heure est grave. Dans le bureau ovale, Kennedy retrouve les membres de son Conseil national pour la sécurité, l'EXCOM. Il y a là son frère, Robert, ministre de la Justice donc, son ministre de la Défense, McNamara, le directeur de la CIA, John McCone, le vice-président Lyndon Johnson, le ministre des Affaires étrangères Dean Rusk, ainsi que des hauts gradés de l'armée et quelques conseillers diplomatiques.
tous en tout cas, ont reçu le rapport de la mission de surveillance effectuée 2 jours plus tôt au-dessus du sol cubain par un avion espion U-2. Et les nouvelles sont alarmantes. Grâce au micro placé dans le bureau ovale par le président lui-même, on l'a dit, il existe des enregistrements de cette conversation entre le président et les membres de l'Excom. En voici un extrait. Voilà ce que nous pouvons dire de la photographie prise dimanche, monsieur. Nous pouvons voir un site de lancement de missiles balistiques de moyenne portée et 2 nouveaux campements sur la bordure sud de la Sierra del Rosaria, à l'ouest de Cuba. Où ça? Au centre-ouest, monsieur. Le site de lancement, numéro 1, contient au minimum 14 remorques de missiles recouvertes de bâches, mesurant 67 pieds de long et 9 pieds de large. Dans la zone numéro 2, il y a au moins 6 remorques de missiles bâchés, environ 75 véhicules et 18 tentes. Et dans la zone numéro 3, nous voyons 35 véhicules, 15 grandes tentes, 8 petites, 7 bâtiments et 1 en construction. De navigation, Notre seconde option, dont nous n'avons pas encore discuté, qui se situe entre le choix militaire que nous avons déjà évoqué et la voie diplomatique, est une option qui implique une déclaration de surveillance ouverte. Une déclaration publique que nous allons imposer un blocus contre les armes offensives entrant à Cuba dans le futur, avec la précision que cette surveillance ouverte sera maintenue dans le futur et que nous sommes prêts à attaquer immédiatement l'Union soviétique dans le cas où Cuba tenterait la moindre offensive. Attaquer qui? L'Union soviétique. 2 octobre. Bonsoir mes chers concitoyens. Au cours de la semaine passée, des preuves irréfutables ont établi le fait que plusieurs sites de lancement de missiles sont en cours de construction à Cuba. Le but de ces bases est clair: offrir une capacité d'attaque nucléaire contre l'Occident. J'ai donc ordonné que les mesures suivantes soient appliquées immédiatement. Premièrement, un blocus strict de tous les navires transportant des armes offensives vers Cuba est initié. C'est désormais la politique de notre nation de considérer que chaque missile nucléaire lancé depuis Cuba contre un pays occidental est une attaque soviétique contre les États-Unis, exigeant une réponse immédiate contre l'URSS. La prise de parole du président américain est écoutée dans le monde entier. La gravité du ton adopté par Kennedy est à la mesure de la situation qui se joue dans les Caraïbes. La menace d'une guerre nucléaire n'a jamais été aussi proche, et le monde a les yeux rivés sur Moscou et Washington. Mais un premier soulagement se fait sentir à la Maison-Blanche. Contrairement à ce que redoutaient les responsables américains, la population ne cède pas à la panique. Non, c'est tout juste si quelques rayons des supermarchés sont vidés. À Moscou, en revanche, c'est la douche froide. Même si l'on continue de camper sur la position officielle, en affirmant qu'il ne s'agit en aucun cas d'un déploiement d'armes nucléaires, en interne, la situation se tend. Nikita Khrouchtchev n'a pas de plan B. Persuadé que sa stratégie était payante, il n'a pas envisagé une seconde que les Américains se rendent compte de la manœuvre. Le dirigeant soviétique ordonne au convoi de poursuivre sa route. À Cuba aussi, c'est la panique. Dans les heures qui suivent l'annonce du blocus américain, Fidel Castro mobilise sa population. 270 000 hommes et femmes sont appelés à prendre les armes pour défendre l'île contre une invasion que le dirigeant de la Havane perçoit comme imminente. Il fulmine contre les États-Unis, mais aussi contre Moscou, qu'il accuse de prendre le sort de l'île à la légère. Le 23 octobre, l'armada américaine prend la direction de la ligne blocus au large des côtes cubaines. 140 navires, dont 4 porte-avions, sont déployés tout autour de l'île, avec une consigne: ne laisser aucun navire transportant des armes franchir la ligne définie par Washington. Le 24 octobre, l'heure de vérité a sonné. Les premiers navires du convoi soviétique doivent arriver sur place en fin de matinée. Personne ne sait encore comment, d'un côté comme de l'autre, les marins vont réagir.
Les discussions entre Moscou et Washington sont toujours rompues. Le monde entier retient son souffle. La moindre étincelle peut désormais plonger le monde dans l'apocalypse atomique. C'est une idée fixe depuis longtemps, c'est vrai, mais là, elle s'inscrit dans le réel. Cela dit, des sous-marins nucléaires soviétiques, repérés quelques jours plus tôt par la marine américaine, se trouvent dans une situation critique. Conçus pour naviguer dans les eaux froides des mers du Nord, leurs technologies d'après-guerre sont mises à mal par les eaux chaudes des Caraïbes. Contraints de refaire surface pour faire le plein d'oxygène, ils s'exposent aux chasseurs américains. Privés de communication avec Moscou, ils sont livrés à eux-mêmes, avec comme seule consigne d'ouvrir le feu en cas d'attaque occidentale. Il est presque 11h du matin quand les cargos Remov et Gagarine arrivent devant la ligne de blocus. Les canons américains sont prêts à tirer. Mais finalement, les deux navires soviétiques s'arrêtent à temps. Actualité. L'affaire de Cuba, eh bien, on respire un petit peu mieux. Jusqu'à présent, en effet, le pire a été évité. Le pire, qui pouvait survenir à tout instant depuis hier, depuis 5 heures de l'après-midi, l'heure à laquelle les bateaux russes devaient arriver dans la mer des Caraïbes, dans les eaux surveillées par la flotte américaine. Or, les cargos soviétiques ne sont toujours pas arrivés dans les Caraïbes. Certains semblent même avoir changé de cap, mais d'autres navires continuent à voguer vers Cuba. Cette précision, qui est importante, a été donnée par le Pentagone, le ministère américain de la Défense. Le gouvernement de Moscou a-t-il décidé alors de faire rebrousser chemin à ses propres navires afin d'éviter l'épreuve de force directe États-Unis-Union soviétique, afin d'éviter l'affrontement aux conséquences incalculables? Eh bien, on peut le penser. Thompson, l'ancien ambassadeur américain à Moscou, qui connaît bien le dirigeant soviétique et qui sait que les États-Unis ont encore une carte à jouer. Nous n'allons probablement pas pouvoir faire sortir ces armes de Cuba, en tout cas par la négociation. Nous allons devoir retirer nos armes de Turquie. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute qu'il ne le fera pas, maintenant qu'il a rendu ça public. Tommy, il ne fera pas sortir les armes de Cuba. Je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a toujours une chance que nous y arrivions. Qu'il recule vraiment? C'est peut-être juste un coup de pression contre nous. Le président américain décide de suivre l'avis de son conseiller. Il charge son frère Robert de rencontrer Anatoly Dobrynin, l'ancien ambassadeur soviétique à Washington, même l'ambassadeur en poste, pour un rendez-vous de la dernière chance. Cette rencontre a lieu au ministère de la Justice. Et l'heure n'est plus au jeu de poker menteur. Kennedy, Robert, va droit au but. La mort du pilote américain force la main à son frère et ses conseillers. Sans annonce, dans les 24 heures du retrait des missiles soviétiques de Cuba, ce sera la guerre. En échange, Kennedy accepte de retirer secrètement les missiles Jupiter de Turquie. Un retrait discret, oui, pour permettre au président américain de ne rien concéder publiquement, à quelques semaines surtout des élections de mi-mandat et pour ne pas s'attirer les foudres du Congrès. Le message est transmis par l'ambassadeur. Le lendemain matin, Radio Moscou, scruté par le camp occidental, diffuse sur ses ondes une annonce de Nikita Khrouchtchev. Les soviétiques s'engagent à retirer leurs armes nucléaires de Cuba. Cette fois, ça y est, la détente est bien amorcée à Cuba. Les techniciens soviétiques vont remettre en caisse et réexpédier les fusées et autres engins qu'ils installaient à Cuba depuis plusieurs mois. Ainsi en a proposé M. Khrouchtchev. C'est hier après-midi que le monde a connu cette nouvelle, a appris ce coup de théâtre dans cette affaire qui paraissait presque désespérée samedi. Voici comment, en 24 heures, on est arrivé au dénouement spectaculaire d'un dramatique suspense. Chacun semblait donc vouloir rester sur ses positions. La tension devenait plus inquiétante. Soudain, hier après-midi, nouveau message de M. Khrouchtchev au président Kennedy. M. Khrouchtchev admet l'existence de bases soviétiques à Cuba. Il accepte de les démanteler en contrepartie de la levée des mesures de blocus américain et de l'engagement de la part des États-Unis et des autres pays du continent américain de ne pas envahir Cuba. Et soit dit au passage, c'est la toute première fois que les citoyens soviétiques entendent parler de la crise des missiles. Après l'annonce soviétique, le monde respire. Malgré un incident évité de peu avec un sous-marin soviétique privé de communication avec Moscou, la crise des missiles de Cuba prend fin. Ces 14 jours, durant lesquels le monde s'est retrouvé au bord de l'apocalypse nucléaire, marquent un tournant dans la guerre froide. Désireux d'éviter de nouvelles escalades, les deux dirigeants conviennent de la mise en place d'une ligne de communication directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin, le fameux téléphone rouge.
La crise de 62 mènera aussi 10 ans plus tard à la signature des accords baptisés SALT I et SALT II, par lesquels les deux grandes puissances s'engagent vers une réduction de l'arsenal nucléaire. Des accords auxquels ni Kennedy ni Khrouchtchev ne pourront participer. Le premier meurt assassiné un an plus tard, en 63 à Dallas. Le second est démis de ses fonctions en 64, 2 ans jour pour jour après le début de la crise des missiles de Cuba. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Ah oui, c'est bien ça, vous écoutez Affaires sensibles. Notre invité aujourd'hui, Vincent Touze. Bonjour. Bonjour, monsieur Drouel, merci de votre invitation. Vous êtes dans les studios de France Bleu Provence, vous m'entendez bien ? Fort bien. Bien. Vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste des questions diplomatiques. Vous êtes l'auteur d'une thèse ainsi que d'un livre consacré à la crise des missiles de Cuba, intitulé « Comment Kennedy évita la Troisième Guerre mondiale ». Alors, d'abord, pour suivre directement la fin du récit, revenons, si vous le voulez bien, un instant sur le sort des 4 sous-marins nucléaires soviétiques. Nous disions que l'un d'eux avait bien failli déclencher la guerre, alors même que Moscou et Washington étaient parvenus à un accord. Que s'est-il passé exactement ? Alors, c'est une chose très intéressante qui renvoie au cœur de votre sujet, à savoir le brouillard de la guerre. Enfin, la guerre, c'est un univers où, par définition, on est dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va arriver. Et donc, ce sera d'ailleurs une des grandes leçons de la crise. Les deux leaders comprendront que les conséquences de leurs actions peuvent complètement dépasser leurs intentions initiales. Donc le cas de ces sous-marins, vous dites qu'ils sont nucléaires, en fait c'était des sous-marins conventionnels, comme dans la série Das Boot allemande. Donc c'est des sous-marins qui sont obligés de faire surface de temps en temps pour faire fonctionner des batteries électriques. Et donc il y a un moteur diesel qui a donc doit prendre de l'air pour fonctionner, qui fonctionne et qui recharge la batterie. Et donc pendant ce temps, le sous-marin est tout proche de la surface et donc il se fait repérer. Et donc Kennedy avait donné son accord à la chasse des sous-marins compte tenu du risque pour les forces navales américaines et jamais le Pentagone ni Kennedy n'a imaginé que ces sous-marins étaient armés de torpilles nucléaires. Et donc ces fameux sous-marins étaient coupés de leur base, ils avaient beaucoup de difficultés à établir des liens avec Moscou, ils ne savaient pas ce qui se passait, tout ce qu'ils savaient c'était par la radio américaine, et donc certains sont imaginés assez logiquement que c'était la guerre, d'autant plus que la marine américaine voulait les forcer à faire surface, simplement pour les neutraliser, mais ils ne pouvaient pas le savoir. Ils étaient soumis donc à un grenadage de grenades d'exercice, mais ils ne pouvaient pas nécessairement savoir que c'était des grenades d'exercice. Donc les témoignages rapportent que l'ambiance dans les sous-marins était vraiment très dramatique. Quand ils faisaient surface, parfois on leur a tiré dessus. Donc il se trouve qu'il y a un commandant de sous-marin qui a fini par perdre son sang-froid et qui a envisagé très sérieusement de tirer une des torpilles sur la marine américaine. Là, il aurait fait un carnage. Il envoyait par le fond toute une série de bâtiments américains. Et c'était la guerre. Effectivement, on est vraiment passé tout près. Jamais Kennedy n'aurait pu admettre qu'une telle perte dans sa marine sans évidemment se devoir. Il aurait été obligé de faire des représailles très dures. Donc là, vraiment, on est dans un cas vraiment très intéressant où ça échappe complètement à la volonté des deux parties. On est vraiment dans le sous-marin. C'est des décisions des militaires soviétiques. Alors après, on peut dire que ça a peut-être été un peu dramatisé dans certains témoignages. En fait, le commandant, il pouvait pas tirer comme ça. Mais heureusement d'ailleurs, il y avait un système avec plusieurs clés, donc plusieurs autorisations. Mais apparemment, c'est un fait connu que il a bien envisagé de tirer. On a parlé des conséquences positives de la crise, à savoir la mise en place du téléphone rouge et la signature quelques années plus tard des accords de désarmement SALT I et II. Est-ce que vous confirmez que cette crise marque aussi le début de ce qu'on appelait la détente entre les deux grands ? Alors c'est vrai, c'est faux. D'abord, on sait qu'il y a eu la guerre du Vietnam après. Oui. Une des conséquences de la crise aussi, c'est que les Soviétiques, qui avaient en fait peu d'armes nucléaires à l'époque, ont dit aux Américains jamais vous nous referez ça, c'est-à-dire un ultimatum comme ça, en profitant entre guillemets de leur supériorité nucléaire, qui était très forte à l'époque en fait. Et donc ils ont constitué une force nucléaire qui a même dépassé dans une certaine mesure les forces américaines. Enfin, on va dire qu'elles étaient égales, mais donc
Donc voilà pour les mauvaises conséquences, puisque la guerre froide ne s'est pas arrêtée. Mais en fait, et c'est un des conseillers de Kennedy qui a eu cette parole, qui a rapporté que la crise fut un massive risk reducer, un réducteur massif de risque. C'est-à-dire que là, les Américains et les Soviétiques se sont dit jamais plus une affaire comme ça. Donc on doit absolument éviter de se retrouver dans des crises pareilles. Donc il y a eu le téléphone rouge, il y a eu les accords SALT, mais il y a eu surtout un état d'esprit de la part des deux parties hors de question de se retrouver dans un contexte semblable. Et on peut dire aussi, pour terminer quand même là-dessus, c'est que l'histoire, ça se bâtit pas comme ça. On n'est pas dans le court terme, la fin de la guerre froide, c'est pas Reagan y a joué un rôle, Gorbatchev aussi, mais c'était préparé par des décisions qui se sont prises depuis le début. Donc là, on peut dire que Khrouchtchev et Kennedy ont pris des décisions historiques qui ont permis la fin heureuse de la guerre froide, et on doit le reconnaître aux deux. Est-ce qu'il y en a un qui sort gagnant entre les deux, entre Kennedy et Khrouchtchev? Parce que c'est Khrouchtchev qui lance la crise, finalement, et puis il est obligé de reculer. Donc apparemment, c'est Kennedy qui sort la tête haute. Tout à fait, et on doit dire qu'à l'époque, personne n'a eu le moindre doute sur qui avait gagné, entre guillemets, la crise, même si ça s'est fait de façon fort civile, sans triomphalisme. D'ailleurs, Kennedy avait insisté auprès de tous ses collaborateurs, pas triomphalisme, auprès des journalistes aussi. Donc ça s'est fait de façon très civile. On peut dire aussi que les Soviétiques ont retiré des avantages. Vous avez cité le fait que les Américains ont retiré les missiles comparables qui avaient été installés à Cuba d'Europe. Donc ils les ont retirés de Turquie et d'Italie aussi. Donc là, on peut pas dire que les Soviétiques n'avaient rien gagné de ce côté-là. Par ailleurs, Kennedy s'était engagé, alors c'est des paroles, à ne pas envahir Cuba, et de fait, il ne l'a pas fait sur le moment, parce qu'avant la crise, on peut dire que, comme vous l'avez rappelé, il avait une forte tentation de le faire. Il y avait des plans secrets qui étaient en élaboration au Pentagone. Il y a même des débuts d'exécution, il y avait des grandes manœuvres, etc. Donc c'était quand même pas pour rien que Khrouchtchev avait mis des missiles à Cuba. Donc voilà, on peut dire que l'Union soviétique s'en est tirée dans les formes, mais c'est clair qu'elle a voulu avoir une grande base à Cuba. Elle a complètement échoué et elle a été obligée de partir dans des conditions très peu favorables, et ça a été vécu comme une humiliation par l'armée rouge, qui a été obligée de subir des mesures d'inspection qu'elle a très mal digérées. Est-ce que l'éviction de Khrouchtchev, 2 ans jour pour jour après la crise de Cuba, peut s'expliquer justement par cette crise ? Certainement en partie. On va dire que Khrouchtchev était un homme très énergique, il prenait des décisions parfois aventureuses, il n'a pas pris que celle-là. Et la façon dont il a mené la déstalinisation, il a fait publier Alexandre Solzhenitsyn, donc il prenait des décisions aussi très positives, mais qui dépassaient un peu ses collègues. Donc, alors évidemment, c'était dans le système soviétique hérité en plus de Staline. Donc, cette décision de Cuba, en fait, le Politburo a donné son aval, même s'ils l'ont critiqué en 1964, mais ils lui en ont beaucoup voulu. Et on lui a fait une espèce de petit procès au cours d'une séance du Politburo, et il y a un des membres qui a fait tout un passage pour lui reprocher l'histoire de Cuba. Très bien, on va se retrouver dans 3 minutes à peine, après avoir écouté Éloi, Soleil mort. France Inter. Affaires sensibles. Vincent Touze, notre invité. Je rappelle que vous êtes historien et auteur du livre « Comment Kennedy évita la Troisième Guerre mondiale ». Revenons justement un instant sur Kennedy, sur ses archives, dont nous avons diffusé quelques courts extraits. Quand ont-elles été rendues publiques et en quoi ont-elles apporté un éclairage nouveau sur cette crise ? Alors, elles ont été déclassées pour la plupart dans les années 90, au début des années 90. Et alors, elles ne sont pas nécessairement si extraordinaires parce qu'en fait, il y avait un fonctionnaire qui prenait des PV des réunions qui sont très détaillés. Si ce n'est qu'il n'y avait pas toujours quelqu'un pour faire un compte-rendu. Donc, il y a notamment une réunion extraordinaire entre Kennedy et les généraux du Pentagone. Celle-là n'avait pas de PV. Elle méritait largement dans les enregistrements c'est une conversation assez extraordinaire.
Et puis, une chose que n'apporte pas un compte-rendu, c'est de rapporter un peu la psychologie dans la salle de réunion, des phrases très fortes. Une phrase de McNamara, par exemple, au hasard, je pense à celle-là. Je ne sais pas dans quel monde nous vivrons si nous bombardons Cuba, mais c'est nous qui l'aurons créé. Voilà, ce genre de choses, ça, vous l'avez pas dans un PV, donc ces archives sont très riches. Est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a du temps de Kennedy comme avant et comme après, autour du président, les fameux faucons, les fameux colombes, les belliqueux, les pacifistes en gros? Exactement, et d'ailleurs dans cette crise, et grâce aux archives, on a des tas de phrases frappantes qu'on peut appliquer à n'importe quel contexte. Il y a beaucoup de choses dans cette crise qui ont en plus l'avantage d'être un épisode qui est très positif puisque ça se termine très bien. Et donc on a effectivement des faucons, mais qui sont pas nécessairement des gens malveillants. C'est-à-dire ils veulent de fait la guerre, mais sans vraiment le voir. Donc ils sont prêts à attaquer Cuba, mais en même temps à Cuba il y a des troupes soviétiques. Donc si on attaque les troupes soviétiques, on attaque l'URSS. Mais ils ne s'en rendent pas nécessairement compte. Ils disent, bon, il suffit d'être fort, donc les autres vont se coucher. En gros, c'est ça le raisonnement. Vous avez un ancien secrétaire d'État qui s'appelait Don Hutchison, qui appelle Kennedy, qui dit en gros, voilà, on attaque, les soviétiques vont répondre en Turquie, puis après on va s'arranger, du moins on peut l'espérer. Donc c'est quand même très intéressant de voir ce genre de contexte qu'on peut appliquer à beaucoup de choses. Alors, il y a un autre acteur de ce conflit, bien sûr, qui est Fidel Castro, allié, on va dire presque de circonstance, finalement, de l'URSS, mais c'est un allié qui nous apparaît aussi un petit peu encombrant. C'est pas aussi clair que ça, le côté Fidel Castro, complètement avec l'URSS. Manifestement, il était aussi un petit peu gêné, le leader Maximo. Oui, alors évidemment, c'est un petit peu la politique de puissance avec tout ce qu'elle comprend d'opportunisme. Donc évidemment, Cuba, où il y avait une élite un peu révolutionnaire qui voulait, s'extraire de la dépendance des États-Unis, qui avait été une puissance une sorte de protectorat américain après la colonisation espagnole. Donc évidemment, l'URSS fournissait un partenaire rêvé pour faire contrepoids. Donc il avait accepté ces armes nucléaires dans ce but parce qu'il pensait que les Américains allaient l'attaquer après laver des cochons. Mais pour autant, les objectifs de l'URSS et les objectifs de Cuba ne se rencontraient pas nécessairement, comme on l'a vu quand Khrouchtchev a voulu partir. Donc quand Khrouchtchev évidemment était obligé de retirer ses armes, Castro a crié presque à la trahison. Ça s'est très très mal passé avec les Cubains, parce que Castro disait bon voilà, ils s'en vont, j'ai aucun accord, il y a aucun écrit, aucun traité qui garantit que je ne serai pas attaqué. Donc ça s'est évidemment pas très bien passé. Au bout du compte, on a, après cette crise de relations extrêmement tendues entre Cuba et les États-Unis pendant des années, suite changement de pouvoir à Cuba, où en sont les relations aujourd'hui entre Cuba et les États-Unis ? Elles sont toujours très très mauvaises, puisque donc l'URSS est tombée, comme vous le savez, dans les années 90. Donc d'ailleurs, c'est à cette occasion que je suis allé à Cuba pour la première fois. C'était terrible de voir comment les gens vivaient. Il n'y avait plus aucune circulation routière. Les gens avaient des problèmes de malnutrition, etc. Donc on a pu espérer à certains moments que ce conflit allait se régler, puisqu'il n'y a plus du tout l'aspect soviéto-américain derrière. Mais ça ne s'est jamais réglé. Il y a eu un très bel essai avec Barack Obama, et Trump y a mis tout de suite fin. Et donc on reste dans un système qui est très figé. Donc, pour quelqu'un qui aime Cuba comme moi, c'est très triste de voir ce peuple qui n'arrive pas à sortir de ce contexte avec les États-Unis. Je reviens pour la fin de cet entretien sur le personnage Kennedy, évidemment tellement mythique, encensé pour sa jeunesse, son look, sa façon d'être. Oui, c'est d'abord un président, c'est d'abord du travail, c'est d'abord sur le fond. Est-ce qu'on peut penser que cette crise des missiles a redoré son blason après l'échec de la baie des cochons et que ça lui a permis de laisser une trace positive dans l'histoire en tant que président américain ?
Bien sûr, c'est mérité pour lui qu'on se souvienne des décisions qu'il a prises pendant la crise de Cuba. Donc évidemment, on va dire d'ailleurs que les fameuses archives dont vous parliez tout à l'heure ont montré à quel point on avait frôlé la guerre, et donc toutes les révélations qui ont été faites d'ailleurs au cours de conférences qui ont eu lieu dans les années 90 surtout. Oui. Et donc son image n'a fait que progresser comme un grand président américain. Voilà. D'ailleurs, dans tous les sondages aux États-Unis, c'est un des présidents les plus populaires. Merci infiniment, Vincent Touche. Je rappelle c'est moi qui vous remercie de votre livre, Comment Kennedy évita la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, on le sait. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la crise des missiles de Cuba, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Gilles Gaillard.